vous rappeler que cette conférence est proposée par la MMJ. Je vous rappelle que la MMJ, c'est la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité qui protège et accompagne les agents du ministère de la Justice depuis près de 80 ans. Elle est aussi ouverte à tous les agents au service de la sécurité et aux agents publics territoriaux. Et chaque jour, elle se mobilise pour répondre aux besoins d'équité, de solidarité de ses adhérents. Donc merci encore à la MMJ pour cette opportunité de penser et de prendre soin de la santé de tous ses usagers. Encore une fois, si vous avez des questions tout au long de la conférence, vous pouvez les mettre dans le chat et notre intervenante y répondra tout à l'heure. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre au sondage de départ avant de débuter cette conférence sur l'éco-anxiété face à l'urgence climatique, prévenir et agir pour la santé mentale des agents. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Je vais continuer à rejoindre la salle. Je vais maintenant pouvoir clôturer le sondage de départ. Merci à vous. Vous êtes une majorité de femmes et la tranche d'âge la plus représentée est celle allant de 46 à 60 ans. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'y répondre. On va pouvoir maintenant passer à la conférence. Et Charline déjà avec nous. Bonjour, Charline Schmerber, bienvenue à vous. Comment allez-vous ? Oui, bonjour, je suis ravie d'être là. Je vais bien, merci. Ravie de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes psychopraticienne spécialisée dans les éco-émotions et autrice du livre Petit guide survie pour les éco-anxieux. Oui, c'est Petit guide de survie. Petit guide de survie pour les éco-anxieux. Et je vous mets maintenant le support de présentation à l'écran. Et je vous souhaite une bonne conférence à toutes et tous. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, allons-y. Mais écoutez, je vous propose d'aller dans le vif du sujet, donc de vraiment aller regarder un peu de quoi il s'agit, cette fameuse éco-anxiété, dont j'imagine que vous avez déjà entendu parler, parce que c'est un sujet dont on parle de plus en plus aujourd'hui dans les médias. Alors, je vous ai concocté un petit programme en 4 parties. Pour démarrer, on va regarder un peu, je propose de regarder quelques études, je vous en propose 3. Une étude de 2023, un baromètre, l'état de la France. Ensuite, une étude un peu plus récente, enfin une étude très récente même, qui date d'avril 2025, l'éco-anxiété en France. Et une étude sur les jeunes qui a vraiment fait part d'elle en 2021. Ensuite, je vous proposerai de décrypter le concept d'éco-anxiété et de vous parler d'un concept un peu similaire qui s'appelle la solastalgie. Ensuite, on ira voir vraiment ce que fait l'éco-anxiété en termes de symptômes, qui est-ce que ça touche, les cibles, et je vous partagerai un récit de mon petit guide de survie pour éco-anxieux. Et enfin, je vous partagerai des pistes pour mieux vivre avec cette éco-anxiété. Voilà un peu la manière dont j'ai découpé cette heure que nous allons passer ensemble. Et il y aura bien évidemment un petit temps de questions. Alors pour me présenter rapidement, même si ça a déjà été fait un petit peu, je suis donc psychopraticienne. Je travaille sur alors de base, je recevais tout type de problématiques et j'ai moi été touchée aussi par par la catastrophe environnementale dont j'ai pris conscience, je pense que c'était en 2017. Ça m'a percutée de plein fouet et après avoir un peu cherché des manières de traverser tout ça et n'ayant pas forcément trouvé d'un point de vue psychologique, des manières d'être accompagnée. Je me suis dit en 2019 que j'allais ouvrir mon cabinet à ce genre de problématiques. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet à l'accueil des éco-anxieux en 2019. Voilà, et depuis, je suis vraiment restée spécialisée sur cette thématique. Donc ça fait 6 ans que je travaille à l'accueil des éco-anxieux et donc depuis, j'accompagne des personnes en individuel, mais aussi en groupe. J'accompagne aussi des entreprises et j'ai mis un peu tout l'ensemble de cette matière dans ce petit guide de vie pour éco-anxieux en 2022.
J'ai cofondé avec d'autres collègues que j'ai trouvés sur ma route, parce qu'on n'était pas nombreux au début et on a décidé de créer un réseau en 2020. On était 4 et puis après ça a grossi. Puis on a décidé de créer une association en 2020 qui est devenue donc une association en 2022. C'est le RAFU. C'est le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Donc il y a 2 cibles, les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent faire du lien et le grand public à qui on propose des professionnels de l'accompagnement qui sont vraiment sérieux, à qui on fait passer des entretiens pour pouvoir rentrer dans l'association. Et ces professionnels de l'accompagnement, ils savent entendre la thématique des éco-émotions. Voilà. Et dernière info, j'ai co-créé avec le cabinet de conseil Carbone 4 un MOOC sur la thématique des éco-émotions et de l'éco-anxiété en 2023. Voilà. C'est vraiment une partie un peu formation qui était donc accessible il y avait 5 heures de théorie et 3 heures de pratique en participation libre et consciente. Allez, on vous propose déjà un petit sondage pour sentir un peu votre état émotionnel vis-à-vis de la situation environnementale. Et voici la question et les 4 réponses potentielles. Comment vous sentez-vous actuellement vis-à-vis de la situation environnementale? Êtes-vous confiante ou confiant et optimiste? Êtes-vous préoccupé mais pas submergé? Êtes-vous inquiet, inquiète, incertain, incertaine? Êtes-vous très stressé ou très anxieuse? Je vous laisse quelques instants pour répondre. On voit déjà les premières réponses qui arrivent. Merci à vous pour vos réponses que je vais vous donner. Donc en gros, la tendance, c'est qu'à 46%, vous êtes plutôt dans l'inquiétude et l'incertitude, et à 38% préoccupé mais pas submergé. Donc on sent quand même qu'il y a quand même, c'est une vraie préoccupation en tout cas pour vous. Et je redonne la parole à Charline. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ces résultats? Ben, j'ai envie de vous dire que c'est les pistes de la fin seront peut-être une bonne chose pour vous. Enfin, j'espère en tout cas que vous y trouverez des manières de vous apaiser et ça recoupe un peu alors le baromètre que je vais vous présenter ensuite. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on retrouve dans les statistiques un peu françaises, c'est-à-dire que les Français sont conscients de l'état actuel enfin, vous n'êtes pas dans le déni, vous savez qu'il y a une problématique. Ça veut dire que vous êtes effectivement bien au courant qu'on est dans un monde qui ne va clairement pas bien. Voilà. Si tout le monde était confiant et optimiste, j'aurais été un peu inquiète pour le coup. Voilà. Bon, eh bien, je rentre dans le vif du sujet avec déjà quelques chiffres sur les éco-émotions. Alors pour démarrer, j'aime bien déjà donner des éléments de définition. Déjà revenir sur le mot émotion. Je m'appuie sur la définition de Christophe André, j'imagine que vous connaissez, psychiatre français qui a beaucoup œuvré sur l'apport de la méditation en France. Il définit les émotions comme un ensemble automatique de réactions adaptatives. Donc ça veut dire que les émotions, on en ressent tous et que c'est pas quelque chose que l'on peut contrôler. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive à nous et qui est là pour nous indiquer un message qu'on serait bien, qu'il serait bien intéressant que l'on puisse décrypter. Depuis 2010 aux États-Unis et en Australie, donc principalement dans les pays anglo-saxons qui ont pu vivre des catastrophes comme des sécheresses, des incendies, il y a des recherches qui font le lien entre émotion et engagement pro-environnemental. Il y a un chercheur finlandais qui s'appelle Panu Pikala qui a pu faire une étude extrêmement intéressante qui est une taxonomie des éco-émotions qui a mis en lumière alors lui, il a dans son travail de recherche, il a mis en lumière tout un ensemble d'émotions que les personnes pouvaient ressentir du fait de la catastrophe environnementale. Et ce qu'il a ressorti, c'est qu'on ressentait des émotions, alors lui dit positives, négatives. Moi, je préfère dire agréables, désagréables.
Et donc ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait vraiment toute une ambivalence émotionnelle. Alors vous voyez, la roue des émotions qui est sur la droite, c'est une roue qui a été faite à partir de cette taxonomie des éco-émotions de Pano Picala. C'est pas lui qui a fait cette roue, mais ça a été fait à partir de cette taxonomie. Et donc ce que ça dit bien, c'est que vis-à-vis de la catastrophe environnementale, vous, moi, on va ressentir des émotions qui vont être ambivalentes. On peut être soit avec une envie d'agir et donc plutôt optimiste, avec de l'espoir, de la combativité, quelque chose de porteur. Et à des moments, on va être plutôt très abattu, dans de l'impuissance, dans de la tristesse. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Ça peut bouger en fonction de ce qu'on vit. Voilà. Et je vous donne la définition de Picala. Alors, c'est moi qui l'ai traduite à partir d'un article anglais, donc j'ai pas mis de guillemets, hein. C'est l'ensemble des affects, des sentiments, des émotions qui vont être générés par les bouleversements environnementaux. Voilà. Et dans les pays anglo-saxons, ils préfèrent utiliser le terme d'éco-émotion. Personnellement, moi aussi, je m'aperçois que c'est beaucoup moins connoté. Le terme d'éco-émotion est beaucoup plus vaste, et on verra par la suite. Dans le terme éco-anxiété, il y a le mot anxiété qui enferme un peu dans une émotion, alors que, vous voyez, quand on parle d'éco-émotion, on peut ressentir tout un large spectre d'émotions. Ensuite, baromètre de 2023, je vous ai gardé celui-là parce qu'en 2024, les préoccupations des Français, le terme d'éco-anxiété est là, mais un peu moins important. Par contre, en 2023, l'éco-anxiété, boum, elle est dans le titre. Inégalité, pouvoir d'achat, éco-anxiété. Donc en 2023, ce baromètre est fait chaque année pour sonder un peu le bien-être des Français et il est fait par le Conseil économique, social et environnemental. Et donc, je vous ai sorti quelques statistiques, mais ce qui est vraiment, enfin la statistique la plus importante, c'est 80% des Français sont inquiets des conséquences du dérèglement climatique sur le monde, 74% sur la France et 64% sur leur famille. Mais ça ne les empêche pas de vouloir agir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les Français sont conscients, ils sont inquiets, mais pourtant ils veulent agir. Donc pour 80% des Français, réduire leur impact personnel est une préoccupation importante. Et pour 33%, c'est une préoccupation très importante. Par contre, clairement, il y a un blocage et c'est une dimension financière qui est mentionnée, c'est-à-dire que pour agir, ça coûte cher. Par exemple, certaines personnes mentionnent que acheter bio, ça coûte cher, que voilà, pour 37% d'entre eux, la mise en place des changements, le frein qui est mentionné, c'est la dimension financière. Et il y a un vrai sentiment de frustration et des attentes vis-à-vis des pouvoirs publics et des entreprises. Voilà pour le baromètre. Donc je vous dis, hein, en 2024, il y a d'autres préoccupations qui sont mentionnées et en même temps, je pense que c'est aussi en lien avec l'actualité de ce qu'on vit en 2024. Je vous cite une étude très récente, 2025, c'est l'Observatoire des éco-anxieux qui est dirigé par Pierre-Éric Sutter, qui a vraiment beaucoup travaillé entre 2023 et 2025 à la mise en place d'une étude. Il avait travaillé aussi avec le collectif On est prêt. Et ils ont mis en place une étude avec l'ADEME. Donc, elle est sortie courant avril. Et donc, ce qui ressort majoritairement de cette étude, ils ont réussi à lister, à sortir 3 classes d'éco-anxiété. Donc là, vous voyez, la classe 1, pour 75% de la population, il n'y a pas d'éco-anxiété. La classe 2, c'est une éco-anxiété moyenne. La classe 3, c'est une éco-anxiété forte à très forte qui nécessite d'aller voir un professionnel de l'accompagnement. Et donc, si on regroupe la classe 2 et la classe 3, ça veut dire que pour un quart de la population française, il y a une éco-anxiété moyenne à forte ou très forte. Ce qui veut quand même dire 25% de la population. Donc l'éco-anxiété, elle est bien là. Voilà pour
pour les adultes, pour les personnes, oui, pour les adultes, mais je pensais quand même important de vous mentionner les jeunes. Alors c'est une étude qui commence à dater, mais en même temps elle est, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'elle a fait beaucoup de bruit dans les médias. Donc c'est une étude internationale. C'est vraiment la première enquête mondiale sur un public très vaste, très nombreux, donc 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, 10 pays, hémisphère nord, hémisphère sud. Il y avait 9 chercheurs, dont mon fameux Panu Pikala avec sa taxonomie, qui avaient participé. Et donc ce que ça dit, 59% des jeunes sont très inquiets extrêmement inquiets de la situation environnementale, et 84% assez inquiets. 75% jugent le futur effrayant. 59% sont très ou extrêmement inquiets. Ah pardon, j'ai fait un copier-coller. On retrouve la même. 83% pensent que les humains ont échoué à prendre soin de la planète, et en France, c'est 50% des jeunes qui partagent cette croyance. Statistique intéressante, et je vais vous expliquer pourquoi. Plus de 50% ont déclaré ressentir chacune de ces émotions: tristesse, anxiété, colère, impuissance, désespoir, culpabilité. Je vous disais tout à l'heure que les anglo-saxons préfèrent utiliser le terme d'éco-émotion, parce que dans le terme d'éco-anxiété, il y a une seule teinte émotionnelle. Enfin, souvent, on a tendance à penser éco-anxiété égale anxiété. Or là, vous voyez, plus de 50% ont déclaré ressentir chacune de ces émotions. Donc on voit bien que le panel est assez large en termes de ressenti. Ensuite, autre statistique, 45% sont affectés dans leur vie quotidienne par ces éco-émotions, ce qui veut dire qu'ils ils peuvent avoir des troubles du sommeil, une perte d'appétit, des ruminations qui les empêchent de fonctionner au quotidien. Et statistique assez choc qui avait beaucoup fait, qui avait beaucoup fait parler d'elle dans les médias, 39% hésitent à avoir des enfants. Voilà pour la partie statistique. Je vous propose maintenant de rentrer dans la partie un peu plus origine, définition de deux concepts, donc de l'éco-anxiété et de la solastalgie. Cadrage important, je pense que c'est important de vous dire un peu où on se situe. Il m'est souvent posé la question de l'éco-anxiété, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une pathologie? Alors non. Vous voyez là, je vous ai fait un petit tableau. On se situe effectivement dans le contexte de la santé mentale, mais pas dans celui de la maladie mentale. On est dans la dimension de la prévention. Donc je vous ai mis bien-être émotionnel, alors en sachant que voilà, ça peut varier, hein. On a tous des fluctuations émotionnelles dans la journée, voilà, on n'est jamais au top du top. Voilà, moi j'ai des patients qui arrivent, qui peuvent me dire: «Bon, bah, voilà, ça va très bien» ou «ça va moins bien». Voilà, l'humeur est bien évidemment toujours un peu fluctuante. L'éco-anxiété, ça se situe dans ce qu'on appelle vraiment la détresse émotionnelle. Donc je vous ai mis l'éco-anxiété, la solastalgie, le deuil écologique. Autre nom pour l'éco-anxiété, c'est l'anxiété climatique. Voilà, donc là, on est vraiment dans tout ce qui est préventif. C'est ce que peuvent accompagner les psychologues, les psychopraticiens, les professionnels de l'accompagnement, les sophrologues, les coachs, etc. On n'est pas au niveau de la maladie mentale. La maladie mentale, ça va être le curatif, ce qu'on va pouvoir traiter avec des médicaments. Ce qui est au niveau de la psychopathologie, ce que vont accompagner les psychiatres, les médecins. Et je vous donne des exemples de pathologies. Là, pour le coup, on parle de pathologie, de maladie. Ça va être les troubles anxieux, la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie. Par contre, c'est important de savoir que, à un certain degré, l'éco-anxiété, ça peut rendre malade et ça peut devenir une pathologie. Dans l'échelle dans la classe 3 que vous avez vue de l'étude de l'ADEME, quand les personnes sont très, très, très éco-anxieuses, ça peut provoquer là quelque chose de pathologique.
avec des personnes qui peuvent développer des dépressions réactionnelles, des troubles anxieux. Et là, c'est vraiment très important de pouvoir se faire accompagner par un psychiatre, par un médecin. Moi, à ce moment-là, vous voyez, je passe le relais. Je suis très consciente qu'il y a des choses pour lesquelles moi, j'ai des limites et je ne m'aventure pas sur des terrains qui ne sont pas les miens. Donc, à des moments, je renvoie vers un psychiatre et voilà, je pense que c'est important de pouvoir aussi travailler avec d'autres professionnels et de pouvoir aussi dire quand c'est plus de notre ressort. Voilà. L'éco-anxiété, c'est un terme qui apparaît pour la première fois donc, dans la sphère publique. Je vous ai mis 5 août 90. Lisa Leff, journaliste américaine, l'utilise pour un article de presse. Alors, c'était dans le Washington Post. Et elle écrit un article de presse sur un pic de pollution. Elle parlait des habitants de la baie de Chesapeake. Et donc, elle utilise ce terme, éco-anxiety, pour parler de leur état émotionnel. Ensuite, il y a Véronique Lapège, qui est médecin de santé publique, belgo-canadienne, qui va vraiment utiliser, qui est vraiment la mère du concept, sa fondatrice, et elle va vraiment le théoriser. Je vous ai mis une citation que j'ai reprise d'une interview d'elle. Elle le décrit comme un phénomène hybride, un mal-être identitaire associé à une responsabilisation nécessaire des hommes, des femmes, des sociétés dans un contexte de grands bouleversements, de grands changements environnementaux. Et alors, elle insiste bien sur le fait que ça ne relève pas de la dimension psychique ni psychologique, ça relève du vécu et du ressenti, et que c'est différent de l'anxiété, que ce n'est pas en lien avec des troubles anxieux. Voilà, elle est vraiment, Véronique Lapège, elle dit bien que, en fait, c'est pas une pathologie, l'éco-anxiété, et que ça a à voir avec ce qui se passe d'un point de vue environnemental, que c'est normal en fait de ressentir cette éco-anxiété, et ça veut dire qu'on est conscient des problèmes environnementaux et qu'il faut se mobiliser en fait. Elle avait fait une étude et en fait c'est ce qu'elle a perçu sur la population qu'elle était en train d'étudier, c'est que en fait ces gens ils ressentaient de cette éco-anxiété et que c'était normal en fait qu'ils ressentent ça et que ça leur donnait envie de se mobiliser. Ensuite, il y a un petit temps de latence et en 2010, il y a les pays anglo-saxons qui commencent à faire des recherches, et il y a des articles qui commencent à apparaître avec cette notion-là. Cette notion éco-anxiety ou l'anxiété climatique. Voilà, c'est pas que le terme éco-anxiété, mais on le voit apparaître. C'est des termes un peu similaires, comme je vous dis, des anxiété climatique ou éco-anxiété. Je vous donne quelques définitions. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule définition de l'éco-anxiété. Je vous ai mis, malgré un intérêt croissant des sphères académiques et médicales, il n'y a pas une seule définition qui fasse consensus. Le terme d'éco-anxiété, il ne fait pas l'unanimité. C'est le terme qui a été majoritairement choisi dans les médias aujourd'hui, et donc c'est le terme qu'on a gardé. Mais il ne fait pas vraiment consensus, même auprès des professionnels de l'accompagnement, parce que vous voyez, il y a cette teinte d'anxiété qui fait que ça peut être un peu, ça peut faire confusion, même auprès des éco-anxieux. Il y en a certains qui disent moi, je ne me reconnais pas dans ce terme-là parce que je ne me sens pas anxieux. Ça peut être pathologisant. Donc voilà, c'est pas forcément un terme qui fait consensus. Je vous donne 4 définitions que je trouve intéressantes et je vous explique pourquoi. Susan Clayton, une grande chercheuse américaine, nous dit que c'est l'anxiété associée aux perceptions du changement climatique, même chez les personnes qui n'ont pas personnellement subi d'impact direct. On peut être éco-anxieux en lisant un article de presse et en regardant la télévision. On n'est pas obligé d'avoir subi un incendie pour ressentir cette éco-anxiété. Voilà, c'est cette notion-là que je trouve intéressante.
Ensuite, Ashley Kunsolo, c'est l'appréhension et le stress liés aux menaces anticipées sur les écosystèmes. Il y a une notion anticipatoire dans l'éco-anxiété. La psychiatre Liz Van Susteren, qui est américaine, parle de stress pré-traumatique. C'est ce qui se passe avant le traumatisme. Vraiment, cette notion anticipatoire, elle est très présente dans l'éco-anxiété. Tegan Hogg nous dit, elle est australienne, c'est l'anxiété liée au changement climatique, tout comme l'anxiété suscitée par une multiplicité de catastrophes environnementales. Donc c'est tout ce qui a trait à la dimension environnementale, aux bouleversements environnementaux, à la catastrophe environnementale. C'est pas juste le climat. Et on verra par la suite que, moi je me perçois que c'est vraiment tout ce qui touche au dysfonctionnement systémique du monde. Je vous donne la définition qui a été proposée en 2017 par l'Association américaine de psychologie. C'est la peur chronique d'un désastre environnemental en cours ou futur. On retrouve cette notion d'anticipation. En France, le mot éco-anxiété, il arrive doucement à partir de 2019, comme vous le montre là l'extrait de l'article, enfin le graphique que j'ai extrait d'un article d'Eddie Fougier. Pourquoi alors, en 2019, ça apparaît un peu dans les médias, il y a quelques articles, et puis après, petit à petit, ça grandit. Pourquoi ? Donc, parce que en 2019, il y a eu, le 29 juin, un épisode de canicule dans le Gard. Il a fait 46 degrés dans un petit village du Gard. Et ensuite, il a commencé à y avoir des phénomènes climatiques à l'été dans nos pays frontaliers. Donc la menace, elle devient un peu plus réelle, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était dans des pays un peu plus lointains, puis là, on commence à se rendre compte que peut-être c'est pas juste pour les autres. Donc le phénomène de l'empathie kilométrique dans les pays frontaliers fonctionne, c'est-à-dire qu'on dit ok, bon bah finalement d'accord, ça devient concret. Il y a des publications scientifiques avec l'enquête dont je vous parlais en 2021 dans le Lancet. Il y a la R6, la publication du rapport du GIEC qui sort aussi. Et donc, on prend vraiment conscience que la menace climatique, environnementale, elle est réelle et concrète. La crise du Covid la rend encore plus concrète avec des personnes qui comprennent que pandémie, il y a un lien entre les problématiques environnementales et les pandémies. J'ai fait une enquête, moi, en 2019, pour un peu ne pas m'aventurer dans un terrain de manière comme ça. C'est-à-dire que j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet à ces problématiques-là et je me suis dit, ok, je vais faire une étude pour essayer de mieux comprendre l'éco-anxiété. Et j'avais essayé de comprendre quelles étaient les sources génératrices de cette éco-anxiété et ce qui pouvait la générer parmi les nombreuses causes. Et je pense que j'ai fait une slide ensuite là-dessus, c'était la possibilité de voir de nouveau des pandémies. Et l'enquête que j'ai faite, c'était en septembre-octobre, j'avais mise en ligne un mois, et on a eu la crise du Covid en 2020. Voilà, donc les personnes étaient déjà inquiètes de ça. Voilà, et donc effectivement, le Covid, la crise de la Covid, à la place est venue finalement confirmer que la situation n'allait pas aller en s'améliorant. Voilà, je vous ai mis une slide en lien avec ça. Finalement, l'enquête que je fais me permet de trouver une forme d'enseignement, c'est-à-dire que cette éco-anxiété, elle est systémique et finalement, elle est liée au fonctionnement global du monde. Je vous ai cité la définition de Tegan Hogg qui dit que cette anxiété, cette éco-anxiété, c'est pas juste le climat, c'est finalement la crise à l'échelle environnementale. Moi, je m'aperçois que dans mon cabinet, on me parle de différents facteurs qui sont en lien avec le fonctionnement global du monde. Il y a la dimension géopolitique dont on parle, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, les élections américaines. Voilà, on parle beaucoup de Trump, notamment. On m'a parlé aussi de la montée de l'extrême droite, de la dissolution de l'Assemblée nationale, de l'inaction climatique.
On parle enfin, de tout ce qui est, inégalité, enfin de la thématique sociale, économique, et ce que je vous disais, donc des risques sanitaires avec, les épidémies, les pénuries de médicaments. Voilà, ça a pu être des sujets, et c'était ce qui était ressorti donc de l'enquête, de 2019. Avant de clôturer sur cette deuxième partie, je vous propose d'ouvrir vraiment sur le concept de solastalgie, qui vous est peut-être familier ou pas. Alors qui est un concept, qui a été créé par Glenn Albrecht. Donc Glenn Albrecht, c'est un Australien. Il a créé ce concept dans le début des années 2000. Il avait été, contacté par des fermiers de Nouvelle-Galles du Sud, qui avaient, été complètement, pris une émotion, alors nouvelle, du fait de l'exploitation sur, leur espace d'une mine de charbon à ciel ouvert. Et Albrecht a fait des entretiens avec ces fermiers et il a, créé avec sa femme ce concept qu'il a, nommé, solastalgie. Il a voulu garder la même organisation de mots que, nostalgie. Et donc, il définit, alors il l'a créé à partir de solatium, en latin qui veut dire réconfort, et de algie, en grec qui veut dire douleur. Et donc la solastalgie, alors je vous le définis avec mes mots et puis après je vous partagerai la définition beaucoup plus belle d'Albrecht. La solastalgie, c'est la douleur qu'on ressent du fait de la perte ou de la dégradation de son lieu de réconfort. Parce que ces fermiers, donc ils ont commencé à avoir de la pollution lumineuse, parce que la mine était éclairée la nuit. Ils ont commencé à entendre le bruit des camions, et puis surtout, ils ont vu, un environnement qui jusqu'à présent, était leur environnement familier, qui pour eux avait du sens. Ils exploitaient les terres, complètement explosées par cette mine de charbon, qui était, complètement perturbante pour eux. Et donc Albrecht, définit son concept de la manière suivante. Il nous dit, dans son ouvrage qui s'appelle, Les émotions de la terre, il nous dit: «Je définis la solastalgie comme la douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation et par le sentiment de désolation provoqué par l'état actuel de son environnement proche et de son territoire. Il s'agit de l'expérience existentielle et vécue d'un changement environnemental négatif ressenti comme une agression contre notre sentiment d'appartenance à un lieu.» Alors, parfois on dit, la solastalgie, c'est, voilà, la météo change, il n'y a plus de saison. Pas vraiment. Pour qu'on puisse ressentir cette solastalgie, il faut qu'il y ait ces 3 critères qui sont la désolation physique, c'est-à-dire vivre la dégradation d'un lieu familier. Vous voyez, ces fermiers, il y a un gros trou et on fait une mine. Voilà. Donc leur environnement familier est vraiment dégradé. Ensuite, il y a la désolation psychique. Avoir le sentiment de perte du sens du lieu, tout en habitant dans ce lieu. C'est-à-dire que là, c'est vraiment cette notion de l'expérience existentielle et vécue d'un changement environnemental négatif. Il y a une dimension existentielle, en fait, qui crée la désolation psychique, selon Albrecht. Et enfin, le sentiment de désolation, c'est qu'on est incapable de trouver du réconfort dans le présent. Voilà, on n'arrive pas à réparer, on n'arrive pas, il y a un gros sentiment d'impuissance. Et c'est ce qui amène, voilà, le concept est assez proche de l'éco-anxiété. Alors ce qui néanmoins, peut le différencier, c'est, la temporalité, de la souffrance, que vit la personne. C'est-à-dire que dans le cas je vous ai dit, dans le cas de l'éco-anxiété, il y a on se projette vers l'avenir, alors que dans le cas de la solastalgie, c'est une détresse qui est rétrospective. C'est-à-dire qu'on va comparer ce qui était avant avec ce qui est maintenant. Le regard est beaucoup porté vers le passé. Et pour le coup, la solastalgie, on n'est pas derrière sa télé, quoi.
on est vraiment dans le lieu. Les fermiers, ils y sont. Il y a une expérience terrain. Vous voyez, c'est, quand je vous partageais la définition de Suzanne Clayton avec l'expérience directe, indirecte, là, il y a du vécu. On vit la dégradation d'un lieu familier. On est dedans. Et je vous partage la proposition de définition de Baptiste Morisot, qui est philosophe. Lui, il parle d'un mal du pays sans exil. Voilà, c'est vraiment un autre concept proche, c'est vraiment celui de la nostalgie, alors qu'on n'a pas quitté le lieu. Voilà, pour ces 2 premières parties. Je rentre maintenant dans le concret de qu'est-ce que ça fait, l'éco-anxiété. Pour savoir vraiment ce que ça fait, je me suis appuyée sur des échelles de mesure. Alors les échelles de mesure, c'est des questionnaires avec des listes c'est des listes de questions et vous avez des choses à évaluer. Voilà, c'est vraiment des échelles de diagnostic, des échelles diagnostiques qu'utilisent les psychologues. Et il y en a plusieurs qui ont été faites à ce jour. Donc dans les pays anglo-saxons, il y en a 3. La plus utilisée, c'est celle de Tegan Hogg, qui est australienne, qui a été faite en 2021. Et en France, donc on en a une française, qui est donc Hélène Jalin. Quand je dis une française, c'est une écrite en français. C'est un questionnaire fait par une chercheuse française. Et sinon, aujourd'hui, les travaux de recherche qui sont faits utilisent l'échelle de Tegan Hogg, qui a été validée, mais qui est traduite en français. Voilà. Par exemple, l'étude de l'ADEME, qui a été faite par l'Obceca, donc l'Observatoire de l'éco-anxiété, a utilisé l'échelle de Tegan Hogg, qui a été donc traduite en français. Voilà. Alors, à partir de ces échelles de mesure, donc de ces questionnaires, je vous ai sorti les symptômes associés à l'éco-anxiété. Donc, quand on est éco-anxieux, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe? On vit des manifestations anxieuses et ou dépressives. Je dis bien manifestations. Ce sont des états transitoires. C'est des symptômes affectifs. Ça touche la dimension émotionnelle. Donc, on va ressentir de l'inquiétude, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité. On peut vivre une anticipation anxieuse face aux événements futurs. Voilà. Ensuite, on peut vivre ce que Hélène Jalin appelle des obsessions écologiques. C'est-à-dire qu'on va tout regarder à travers le prisme de l'écologie. Et on peut avoir donc des ruminations, des pensées qui vont être récurrentes, incessantes, intrusives. Ça, c'est c'est des symptômes qu'on appelle cognitifs. C'est dans la pensée. Donc, bascule sur la droite. Cette éco-anxiété, elle va avoir des répercussions fonctionnelles sur le comportement. Ce sont donc des symptômes comportementaux. Donc ça peut venir toucher la vie privée. Donc les personnes peuvent se dire, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des enfants? Ça peut provoquer aussi des troubles du sommeil. Ça peut provoquer, alors ça plutôt chez les hommes, générer ou renforcer des addictions. Ça peut provoquer ou générer, plutôt chez les femmes, des troubles du comportement alimentaire. Ça peut aussi avoir des répercussions, venir troubler la vie professionnelle, avec des personnes qui se disent mais en fait mon travail n'a plus de sens. Ça peut générer une perte de motivation dans la sphère professionnelle, ou ça peut provoquer ou intensifier la dissonance cognitive. Qu'est-ce que la dissonance cognitive? C'est lorsque les actions qu'on fait sont en décalage avec les valeurs. Je vous donne un exemple. Si demain je prends l'avion, sachant que l'avion a un fort impact sur le système aérien, a un fort impact sur la pollue beaucoup, je vais me sentir pas très bien à l'intérieur de moi, je vais ressentir un mal-être. Ce mal-être intérieur, c'est ça, c'est la dissonance cognitive, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose qui va être en dissonance par rapport à mes valeurs.
Voilà, parce que j'ai un engagement environnemental fort, voilà, donc je vais me sentir pas bien. Voilà et voilà, dans la vie professionnelle, il peut y avoir ça aussi. Et enfin, peut y avoir aussi ça peut venir toucher la vie sociale avec des personnes qui vont, s'isoler parce qu'elles se sentent pas compris. Ça peut provoquer des difficultés relationnelles avec, ça paraît un peu cliché, mais c'est effectivement des choses que moi j'ai vues à mon cabinet. Des couples qui n'arrivent plus à se comprendre parce qu'il y en a un ou une qui est très engagé, très, en train de militer et l'autre qui ne l'est pas du tout, donc ils se comprennent plus. Ou alors, des parents qui viennent me voir en me disant: «Mais je ne comprends pas du tout mon enfant qui a arrêté ses études, très brillantes pour, faire de la permaculture. Je ne comprends pas». Voilà. Donc voilà, on n'arrive plus à se comprendre parce que, on parle plus le même langage. Voilà. Et enfin, alors dernier petit point qui est ici. Alors je ne sais pas si j'utilise la bonne flèche. Ici. L'anxiété donc qui va être les symptômes qu'on appelle connatifs, c'est l'anxiété qui va être liée à sa capacité d'agir et en fait, c'est la peur qu'on va avoir de ne pas pouvoir faire face aux enjeux. C'est qu'on se dit que la tâche, elle est tellement immense qu'on va pas être en capacité d'agir, on va ressentir un grand sentiment d'impuissance. C'est vraiment ça va toucher la capacité d'action. Voilà. Ça, c'est les symptômes. C'est vraiment le tableau clinique qui est raccroché à, l'éco-anxiété. En sachant que, les degrés vont être différents en fonction de ce qu'on va vivre. Il y a une forme de saisonnalité de l'éco-anxiété, c'est-à-dire, moi je suis, installée à Montpellier, donc les patients que je reçois en présentiel, je vous dis par exemple, si j'ai des nouveaux patients, en juillet parce qu'il fait extrêmement chaud, je fais une hypothèse qui est que, là, si je leur fais remplir une échelle de mesure en juillet à un moment de canicule, j'ai des patients qui risquent d'être beaucoup plus éco-anxieux et donc d'avoir des symptômes là, à ce moment-là, plus importants que, en janvier si, il fait beaucoup moins chaud. Enfin, vous voyez, c'est aussi fonction des événements qu'on va vivre dans sa vie. À des moments où, j'ai eu une patiente à un moment qui venait d'avoir un bébé, qui s'est dit: «Mais en fait, peut-être, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était une bonne idée de mettre un enfant au monde dans le monde actuel?» Donc ça a généré une un pic d'éco-anxiété pour elle. Donc voilà, c'est aussi, important de comprendre que l'éco-anxiété, elle va, être fonction de ce qu'on vit, soit, dans sa vie et de ce qui se passe dans le contexte extérieur aussi. Donc c'est fluctuant. Voilà pour les symptômes. Ça, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure quand je vous disais que 50 des jeunes dans l'enquête du Lancet disaient ressentir différentes émotions. Ça, c'était un peu, quand j'ai fait mon enquête de 2019, j'avais interrogé les personnes sur, ce qu'ils ressentaient au-delà de l'anxiété, et j'ai eu, différentes émotions, différents ressentis. J'ai eu 175 émotions, enfin, c'était pas que des émotions finalement, c'était 175 ressentis pour qualifier l'état émotionnel des personnes. Les 5 les plus mentionnés, c'était la colère, la tristesse, l'impuissance, la peur et l'espoir. Et il y avait aussi des émotions qui étaient, des émotions et des ressentis qui étaient, plutôt, positifs, enfin agréables. Donc ça rejoint un peu l'idée de la taxonomie de Picala. On ressent des élans, des envies d'agir, enfin des choses plutôt positives, et des choses qui vont nous plomber aussi. Voilà, et je vous ai mis aussi l'étude, commandée par CARE, le spécialiste de la téléconsultation, par l'IFOP en 2022, avec les 5 éco-émotions ressenties par les Français. Il y avait responsabilité, peur de l'avenir, motivation, combativité et colère. Où on voit donc ce qui ressort, c'est que même s'il y a de la peur de l'avenir, donc qui veut dire que les Français sont conscients, il y a aussi des émotions qui vont plutôt dans le sens de l'action, de se mettre en mouvement.
Rapidement, les cibles, ce que ça dit, c'est que l'éco-anxiété, ça touche toutes les tranches d'âge, les jeunes, les moins jeunes. Les plus préservés, ce sont les retraités, selon l'étude de l'ADEME d'avril 2025. Ça va toucher les minorités dans le sens sociologique du terme, donc plutôt les femmes, les minorités ethniques, les personnes à faible revenu économique. Ça va toucher certains professionnels, donc ceux qui sont le plus exposés à la réalité actuelle de la catastrophe environnementale, les chercheurs, les scientifiques, les agriculteurs, donc tout professionnel confronté aux problématiques environnementales, les personnes qui militent aussi beaucoup, et ça va toucher les urbains plus que les personnes que les ruraux. Donc, en conclusion, ça je le tire de l'enquête de l'ADEME, toutes les catégories socio-professionnelles sont touchées à des degrés différents. Je vous lis rapidement le témoignage de Clara pour pouvoir ensuite passer à la suite. Donc Clara, c'est une patiente qui a 37 ans, qui est chercheuse sur les changements climatiques. Elle participe à l'écriture des rapports du GIEC. Elle a une petite fille de 7 ans. Elle habite à Sydney depuis 2017 avec son conjoint. Et quand je la reçois, elle me partage un épuisement psychique et physique. Et surtout, elle me dit qu'elle a perdu la joie, elle est dans une anticipation anxieuse permanente et elle ne fait que d'imaginer un avenir sombre. Et elle a vraiment très peur pour sa fille. Au cours du premier entretien, j'interroge toujours mes patients sur leurs demandes thérapeutiques. C'est une question qui leur permet de formuler concrètement leurs problématiques et leurs besoins d'un soutien extérieur. Clara m'informe qu'elle est épuisée physiquement et psychiquement depuis plusieurs mois. Elle a fréquemment des insomnies. Elle passe une partie de ses nuits à tourner en boucle les scénarios possibles à l'horizon 2050. Elle a perdu 4 kilos sans trop s'en rendre compte, elle qui se qualifie de bonne mangeuse pourvue d'un bon coup de fourchette. Elle a du mal à être présente pour sa fille comme elle le souhaiterait, elle délègue donc à Mathieu l'accompagnement scolaire et depuis quelques mois la lecture de l'histoire du soir. Parler d'Héloïse déclenche l'émotion difficilement contenue jusqu'alors. Ses mots sont remplacés par des sanglots. Elle pleure longuement, s'excuse de se montrer ainsi, et une fois calmée, reprend le fil de son récit. Son travail lui donne accès à quantité d'informations anxiogènes. Manipuler ces données toute la journée, voire parfois la nuit, une fois rentrée chez moi, tenir les délais, ça a été d'une intensité folle. Je me suis écroulée une fois le projet mené à terme. Je connais la notion de burn-out, me dit-elle. C'est quelque chose que l'on côtoie souvent dans mon milieu professionnel. Mais là, c'est un peu différent. Je sens que depuis quelques mois, j'ai perdu la joie, j'ai perdu la légèreté et toute forme d'insouciance. Je ne peux m'empêcher de pleurer quand je pense à ma fille. Je me sens parfois coupable de l'avoir mise au monde dans ce chaos climatique. Je sais que les prévisions ne sont pas bonnes. J'ai besoin de pouvoir retrouver le contact avec des émotions agréables quand je suis avec Héloïse. Clara me dit en permanence être tournée vers l'avenir et par conséquent déconnectée du présent. Elle me demande de quelle manière il est possible d'apprendre à vivre avec ces informations au quotidien. Voilà. Avant de passer à la partie solution, j'aime pas ce mot, plutôt la partie piste, je vous partage juste un élément de conclusion. Donc, l'éco-anxiété, c'est une réponse adaptée. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une pathologie. L'éco-anxiété, elle n'est pas répertoriée dans le manuel, dans le DSM. C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et elle n'est pas considérée par l'OMS comme une maladie. Donc, je vous donne juste trois citations que je trouve intéressantes. Les 9 chercheurs de l'enquête de 2021 du Lancet nous disent « Bien que douloureuse et pénible, l'anxiété climatique est rationnelle et n'implique pas de maladie mentale. » Christophe André parle des éco-anxieux comme des lanceurs d'alerte, parle même des petits canaris qu'on amenait dans les mines de charbon qui permettaient de repérer les coups de grisou et pour les mineurs de remonter de sortir des mines. Laïlia Benoît, qui est chercheuse à l'INSERM, nous dit
L'éco-anxiété est une réaction naturelle et légitime à la crise écologique. Ce n'est pas une nouvelle forme de dépression et n'appelle pas de traitement médical. Elle appelle une réponse sociale. Voilà, et je passe à la partie piste pour vivre pour vivre avec l'éco-anxiété. Alors, ces pistes, c'est vraiment c'est important de vous dire que c'est des pistes que j'ai construites là ces 6 dernières années, que c'est des suggestions, que c'est pas ni des protocoles, ni des prescriptions à suivre. On est tous différents, donc c'est vraiment à vous d'identifier ce qui vous convient, de manière à pouvoir trouver, ce qui vous va, et à utiliser de manière à traverser la crise écologique. Voilà ce que je propose vraiment à mes patients. J'utilise 5 axes principaux. Le premier, c'est prendre soin de soi. Le deuxième, c'est s'engager dans le collectif. Le troisième, c'est s'engager dans la sphère professionnelle. Le quatrième, c'est s'informer, sensibiliser, éduquer. Et le cinquième, c'est prendre soin du monde vivant. Alors comment on fait? Déjà, j'insiste sur le fait que il faut prendre soin de soi, que je le dis vraiment un peu comme ça, mais ne pas oublier que la base de la base, c'est soi-même, et que si on est complètement cramé, ça aidera personne. Donc trouver la juste balance, et de vraiment avoir des temps de respiration, parce que je pense que la notion de burn-out, c'est vraiment si soi-même on vit un burn-out, c'est vraiment un miroir avec ce que vit la planète. C'est le fait de ne pas respecter les limites. En fait, les limites planétaires, on les dépasse, et c'est ce qu'on se fait vivre à soi. Voilà, donc on prend soin de soi. Ensuite, faire de l'éco-anxiété une opportunité pour aller regarder ce que sont les émotions. Voilà, on vit dans une société qui a un peu peur des émotions. Donc voilà, c'est un outil, c'est de pouvoir verbaliser sa souffrance. Alors, je prêche pour ma paroisse, ou pas, enfin, on n'est pas. Alors, voilà, je vous l'ai mis, allez voir un professionnel, mais on n'est pas forcément tous en capacité de le faire, ou ça convient pas forcément à tout le monde. Donc, on peut aussi parler avec quelqu'un de son entourage, un ami, ça peut très bien aller aussi. Donc, je vous ai mis d'autres outils. Être accompagné par un thérapeute du RAFU, donc l'association dont je vous ai parlé, participer à un cercle de parole, à un stage du travail qui relie. Ça a été créé par Joanna Macy, une activiste anti-nucléaire, qui a proposé un parcours en 5 phases, qui permet d'honorer sa peine pour le monde, d'abord de s'ancrer dans la gratitude, d'honorer sa peine pour le monde, et finalement ça permet un retour à l'action. L'intérêt de ce genre de stage, c'est d'être avec des personnes qui partagent le même niveau de conscience, et surtout de se remettre en mouvement. Ensuite, autre piste, c'est de faire un travail avec le deuil. On est dans un monde où il faut aujourd'hui apprendre à se confronter au fait qu'on va perdre des choses. On est dans une vraie crise écologique, et c'est un processus qui ne va pas s'arrêter. Donc c'est important de pouvoir se confronter à ça, en fait, à la perte. Et même, ne serait-ce que dans nos vies respectives, on est tous confrontés au fait de perdre des choses. On vit tous des deuils, donc c'est important de pouvoir se confronter à ça. Se reconnecter à son corps, voilà, c'est une autre manière de travailler, de vivre avec l'éco-anxiété, de se remettre dans le corps. On est tous beaucoup dans la tête, ça on sait faire. On sait faire, et ça, je pense que le burn-out aussi montre ça. C'est qu'on sait tellement faire que au bout d'un moment, on oublie qu'on a un corps qui dit stop, et donc après le corps s'arrête parce que on l'a pas écouté. Donc méditation, sport, yoga, marche en forêt, des choses comme ça pour revenir dans le corps, en fait. Se mettre en mouvement, agir, faire évoluer son projet. Je pense que se mettre des objectifs, peut-être commencer par faire son bilan carbone pour voir un peu où on en est, et puis commencer par une action. Je m'aperçois que le faire en groupe, ça peut être quelque chose de très stimulant.
Ça, c'est vraiment, on peut le faire avec sa famille, avec ses voisins, avec des amis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui permet le collectif, en fait, aide beaucoup. Ensuite, travailler avec son rapport au temps, essayer d'être dans le présent. Je disais que l'éco-anxiété, c'est quelque chose où on regarde vers l'avenir, donc revenir dans le présent. Dans le présent, ici, maintenant, on est là ensemble. Bon, bah, là, présentement, tout va bien. Voilà, ici, maintenant, ça va. S'imposer des moments pour ralentir, essayer de pratiquer le sit spot. Je vous ai mis une petite vidéo, le lien est cliquable, c'est, aller dans un endroit et puis, y aller choisir un même endroit et puis aller à des heures, différentes, mais, vous approprier le lieu. C'est quelque chose qu'on peut enfin certains pays, il faut faire aux enfants. On peut le faire aussi en tant qu'adulte et c'est une pratique méditative. Mettre, l'accent sur l'imaginaire, continuer à rêver. J'ai mis c'est dans cet espace de rêverie que la construction d'un futur est possible. Heu et un outil, c'est participer à un atelier d'écriture collaborative de l'association Futur Proche. L'idée, c'est de pouvoir construire un futur écrire un futur plausible, mais désirable. J'ai proposé ça à mes patients, un atelier collectif fait avec cette association. L'idée, c'est pas de partir dans un futur, bisounours, où tout va bien aller, mais de se dire: «Bon, bah, écrivons ensemble, partons de l'imaginaire, mettons de l'imaginaire, mais en étant dans un futur plausible, mais en ayant quand même envie de le faire ensemble. Et enfin, n'oublions pas la joie, n'oublions pas les choses légères. Voilà, j'ai des patients qui sont tellement dans, il faut, au bout d'un moment, ça va, on respire, quoi. On peut, regarder aussi des séries, faire, des choses qui font du bien, être aussi avec des amis qui, sont pas du tout sensibilisés avec l'environnement et bien ça fait du bien. Moi, je peux avoir des amis qui, l'environnement, ils s'en fichent et bien ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien parce qu'ils pensent à autre chose, mais bien ça me fait du bien d'être avec des gens que je cherche pas à sensibiliser et puis je prends le bon et ben ça me fait un break. Voilà. Ensuite, s'engager dans le collectif. Je vous donne 5 pistes. Rejoindre une association ou plusieurs collectifs engagés. Ça peut être intégrer la donnée environnementale au sein d'une association ou d'un événement existant. Je cite souvent l'exemple de ce patient qui a repris une course sportive et puis qui a fait à la fin de la course sportive un repas vegan. Et il explique pourquoi on peut manger vegan. Et puis tout était fait avec des couverts en pulpe de canne. Et il a mis de l'écologie dans un événement existant. Et il a sensibilisé. Super. On rajoute pas, on intègre l'environnement dans quelque chose qui est là. Super. Militer, rejoindre des collectifs qui prônent des actions écologiques, Événements Violence, Alternativa, Adrastia, Extinction Rebellion, voilà. Partager avec d'autres personnes qui sont concernées, par des engagements environnementaux pour tisser du lien, se sentir compris. Voilà, c'est pas un entre-soi, c'est pouvoir être aussi avec des gens qui ont le même niveau de conscience. S'engager dans un parti politique pour essayer de faire bouger les choses à un autre niveau. S'engager dans la sphère professionnelle, ouvrir des espaces de parole pour parler de ses émotions quand ça représente un risque psychosocial. Pourquoi pas proposer des consultations individuelles, des cercles de parole, des accompagnements au long cours. Ça peut être aussi mener des actions qui ont du sens, qui peuvent intégrer la dimension environnementale sans créer trop de dissonance cognitive. Ça peut être aussi mettre en place des actions de sensibilisation et de formation en interne aux problématiques environnementales, proposer des fresques du climat, des ateliers bas carbone, des ateliers d'automne. Aujourd'hui, il y a plein de types d'ateliers comme ça qui existent. Ça s'est décliné. Ensuite, on peut essayer d'agir en interne, d'être un ambassadeur du changement dans son entreprise. On peut s'engager dans un syndicat. Et enfin, on peut proposer des actions pro-environnementales comme réaliser des bilans carbone. On peut proposer de suivre certaines recommandations comme prendre le train à la place de l'avion, faire de la visio à la place de se déplacer. Ça peut être des choses qu'on peut proposer dans son entreprise. On peut aussi s'informer, sensibiliser et éduquer. S'informer, on peut lire des ouvrages, écouter des podcasts, participer à des événements. Ça, bien sûr, on lit pas le rapport du GIEC quand on n'est pas bien, quand on a un haut niveau d'éco-anxiété. On fait attention à soi à ce niveau-là, bien sûr.
On peut se former, développer des nouveaux savoirs, ça fait vraiment du bien de voir qu'on arrive à faire des choses avec ses mains aussi. Moi, j'ai des patients qui me disent ça: «Je mets les mains dans la terre, je vois que j'arrive à faire mon potager, ça me rassure». C'est aussi développer des nouveaux savoirs intellectuels, émotionnels. Je vous ai mis la CNV, des techniques de facilitation, permaculture, et cetera. On peut sensibiliser ses enfants aux enjeux environnementaux à travers des expériences ludiques. Et il y a Richard Louv qui a identifié que certains enfants avaient un syndrome de manque de nature. Donc on leur permet de passer du temps à l'extérieur, de pouvoir développer de l'empathie pour cette nature de manière à ce qu'ils aient envie de la préserver. Accepter qu'on a tous une temporalité différente et pouvoir lâcher la mission qu'on peut se donner de faire changer les autres. Ça, c'est vraiment accepter qu'on est différents les uns des autres. Et plutôt aller vers le fait d'être un exemple, enfin de donner envie aux autres de suivre un peu ce qu'on fait, d'être éco-engageant, d'être inspirant. Voilà, ça fonctionne mieux. Dernier axe, prendre soin du vivant, reprendre notre juste place dans l'écosystème, redevenir ce que Baptiste Morisot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, appelle être un cohabitant de la Terre. Hein. On est tous l'espèce humaine est une espèce parmi les espèces. Voilà, on fait partie du vivant. Passer du temps en nature pour pouvoir renforcer ce reliance avec le vivant. Hein. On va pas, si on n'en a rien à faire de la nature, on va la laisser mourir en fait. On ne va pas vouloir se mobiliser parce qu'on ne va pas ressentir de l'empathie pour elle. Donc, regardez les principes de l'éco-psychologie sur le site de l'AFECOP, ça peut être intéressant. L'AFECOP, c'est l'Association française d'éco-psychologie, l'association francophone d'éco-psychologie, pardon. S'engager dans des actions concrètes, par exemple, nettoyer des espaces verts, faire de la permaculture. C'est quand vous arrêtez de manger de la viande, quand vous arrêtez de prendre l'avion, vous ne voyez pas ça a un impact, bien sûr, mais vous ne le voyez pas immédiatement. Donc, il peut y avoir un sentiment de frustration, alors que quand vous allez nettoyer un espace vert, vous voyez l'avant, l'après. Donc, ça peut donner un sentiment de satisfaction. Voilà, ça peut permettre de se sentir un peu mieux. Et enfin, retrouver la sensation d'émerveillement qu'ont souvent les enfants et que nous perdons parfois adultes. Ça se fait aussi beaucoup à l'extérieur. Et pour conclure, je vous partage la citation d'Ashley Kunsolo. Il est possible que des sentiments d'anxiété et de deuil écologique, bien qu'inconfortables, soient en fait l'épreuve par laquelle l'humanité doit passer pour mobiliser l'énergie et la conviction nécessaires pour les changements vitaux qui sont maintenant requis. Je m'arrêterai là-dessus, mais j'ai passé une slide parce que j'ai une tendance à beaucoup parler sur ce sujet. Mais je pense que c'est important que je clôture là-dessus. L'éco-anxiété, c'est pas une problématique individuelle. Au contraire, je pense que c'est important que je mentionne ça. C'est un problème collectif et on aurait tort de renvoyer les éco-anxieux dans les cabinets de psychothérapie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en fait, l'éco-anxiété, ce n'est pas une pathologie et c'est un problème collectif. Il faut résoudre ce qui la génère. Et c'est dans la manière dont dysfonctionne le monde en termes de catastrophe environnementale. Et je pense que s'il n'y avait pas de catastrophe environnementale, ou en tout cas si les gouvernements et les entreprises prenaient des meilleures décisions, si on écoutait plus les scientifiques, j'aurais et mes collègues beaucoup moins d'éco-anxieux dans nos cabinets. Voilà, donc l'éco-anxiété, c'est vraiment à penser à l'échelle du collectif. Voilà. Merci beaucoup, Charline. Alors, une question. Vous avez dressé un état des lieux, vous avez proposé pas mal de pistes pour justement ne pas rester dans cet état, que ça ne devienne pas paralysant. Mais si vous deviez conseiller de commencer par quelque chose pour commencer à se déculpabiliser, qu'est-ce que ce serait ? Je pense que c'est pour commencer à se déculpabiliser, ça serait déjà lister tout ce qu'on fait soi. Faire on a toujours tendance à faire des to-do list, mais je ferais une did list. C'est quoi déjà tout ce que vous faites ?
par rapport pour œuvrer, pour prendre soin de la planète, moi je ferais ça. Mmh. Qu'est-ce que vous faites déjà? Avant de vous dire: «Ah, il y a tellement de choses à faire», ça serait faire un peu un état des lieux de tout ce que vous faites. Merci beaucoup pour cet excellent conseil qui complète très bien tout ce que vous nous avez présenté. Je rappelle que cette conférence a été proposée par la MMJ, la mutuelle pour les métiers de la justice et de la sécurité. Je rappelle que cette conférence sera disponible pendant 3 mois. Je laisse encore quelques instants aux personnes qui nous suivent pour remplir ce sondage de fin et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.